C'est reparti pour une vidéo. Regardez derrière moi, c'est la Madeleine. Je vais vous montrer l'entrée de la Madeleine. Elle résume tout. Regardez sa grandeur et sa majesté. Vous avez vu? C'est un bâtiment immense, magnifique, d'une grandeur. Déjà, on ne comprend même pas la taille de la porte. Regardez les gens quand ils rentrent. Regardez la taille de la porte. Mais maintenant, je me suis arrêté sur un détail qui est fort important. Et vous allez tout comprendre. Regardez donc le Moïse et ses tablettes. Juste à l'entrée, voici exactement comment est-ce qu'il dévoie nos monuments. Le Moïse avec des cornes. Vous savez qu'il a des cornes parce que il a fait exterminer 3000 âmes par leurs semblables. Ensuite, il est remonté chercher ses tablettes et il est redescendu avec des cornes. Son peuple a fait un pas de retrait tellement il faisait peur. Regardez, je vous mets exactement le passage de la Bible qui en parle. Vous pensez vous mettre sous la protection christique en rentrant dans cette église, alors que vous passez juste en dessous de ce démon qui n'est autre que Moïse avec des cornes, le tout premier à avoir des cornes. Et je vous montre en fait la grande sorcellerie. Là nous sommes à la Madeleine. En plein milieu de cette avenue, vous avez l'obélisque de Luxor. Et à équidistance, en face, vous avez l'Assemblée nationale. La confrontation entre l'église et l'État, avec en plein centre en fait l'obélisque de Luxor. On peut dire que c'est une représentation monumentale de l'opposition de la loi de 1905 entre le pouvoir de l'église et de l'État. C'est ici, à cet obélisque, que se jouent toutes les énergies de la Galia. Et avec ce simple Moïse, il corrompt l'intégralité de votre spiritualité. À bon entendeur. S'il vénère Moïse avec des cornes en forme de démon, c'est que je pense que l'église elle est pas vraiment très saine, mais bon. Même moi, je suis choqué du scandale. Vous n'êtes pas prêts. On va parler de la réduction des allocations chômage qui a été votée hier. À l'écran, vous voyez rapidement qui a voté quoi, pour, contre, mais c'est même pas ça le plus scandaleux dans l'histoire. Avant d'aller plus loin dans l'explication, concrètement, l'objectif de cette loi, c'est de réduire de 3 mois la durée maximale pour les moins de 55 ans et de 7 mois pour les personnes qui ont plus de 55 ans. Mais bref, c'est là où on arrive au truc scandaleux. La justification officielle, c'est de faire économiser 1 milliard d'euros à l'Unédic qui est en déficit. L'Unédic, c'est quoi? C'est la cotisation chômage de tous les Français. Et vous allez voir, ça va faire sens. Ce qu'on vous dit pas, c'est pourquoi l'Unédic est en déficit. Et non, c'est pas à cause de ton voisin qui est au chômage, malheureusement pour toi. Entre 2023 et 2026, l'État a tapé 12 milliards dans les caisses de l'Unédic. Donc apparemment les impôts c'est pas suffisant, ils tapent aussi dans tes cotisations chômage mon vieux. Si l'État n'avait pas tapé dans les caisses de l'Unédic, on serait actuellement en excédent budgétaire de 2 milliards d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Faut bien comprendre ce qui va se passer. Les gens de gauche et les gens de droite vont se taper dessus. Alors que le seul fautif dans l'histoire, c'est le putain d'État qui a tapé dans les caisses. Et qui donc est obligé de faire passer une loi pour récupérer la merde qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez encore une fois? Ceux qui ont voté ça, c'est 6 000 euros mensuels net, 7 000 euros de dotation de fonctionnement et 11 000 euros de crédit collaborateur. Ça fait 25 000 euros par mois. Un autre petit rappel, mais ils ont 15 à 20 semaines de vacances par an, contre 5 pour un salarié dans le privé. Et le comble, c'est que cette loi a été rejetée en avril tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de députés sur place pour voter la loi. Même loi qui parle de chômeurs. Parfois, je me demande qui sont les vrais chômeurs. Je pose ça sur la table. Que tu sois de gauche ou de droite, ne te fais pas avoir parce que c'est de la manipulation et on n'a qu'un seul ennemi en commun, c'est le gouvernement. N'hésite pas à t'abonner, canal Telegram dans la bio. En vrai, je trouve ça quand même abusé parce qu'ils disent tout le temps que c'est pour des économies, tout ça. Ils voient qu'ils nous mettent en galère, le peuple, tout ça. Ils savent très bien ce que ça fait. Ils continuent à dire c'est pour des économies. Et puis eux, on voit qu'ils tapent dedans, qu'ils font des excès pour faire tout et n'importe quoi. Et que même s'ils toucheraient pas cet argent, on serait dans l'excédent. On aurait du plus. Donc ça prouve bien que en fait, ils abusent de partout, en fait. Et je comprends même pas comment ça se fait qu'ils peuvent penser à réduire les allocations chômage. Enfin, ça, La NTS a été piratée, 18 millions de Français concernés, et il y a un truc que personne n'ose dire, donc je vais le dire. Comment ensuite faire confiance à l'instauration généralisée de la vérification d'âge pour accéder aux réseaux sociaux? Car oui, cette mesure demande à tous les Français de scanner sa pièce d'identité chez un tiers de confiance. Ce dernier confirme ensuite votre âge au site auquel vous voulez avoir accès. Ce type d'architecture crée par nature une concentration de données personnelles critiques au même endroit. On nous dit que c'est sécurisé, mais on nous disait aussi que la NTS était sécurisée, que France Travail l'était, que le fichier Ficoba l'était. La vérité, c'est que rien en France ne garantit qu'une fuite n'aura pas lieu, surtout s'il y a une carotte pour les cybercriminels. Par exemple, les données d'un des peuples les plus solvables d'Europe. Enfin,
pour l'instant. Ce risque n'est pas virtuel, il concerne les particuliers aussi bien que les entreprises. Par exemple, quand les données des détenteurs de crypto-monnaies fuitent, ce sont leurs vies et leurs entreprises qui sont mises en danger. L'État doit nous protéger et non nous forcer à divulguer en masse et de façon centralisée des données sensibles qu'il ne peut par essence pas protéger. Les beaux discours n'y feront rien. La réalité, ce sont les fuites de données qui s'accumulent, se répètent et se ressemblent toutes les semaines. Commente Pigeon si toi aussi tu en as marre qu'on laisse fuiter tes données. Moi c'est Yassoir, je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. De toute façon, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est fait exprès parce qu'ils savent très bien que tout centraliser les données comme ça pour les fuites informatiques, surtout que avec l'IA, tout ça, c'est pas à niveau du tout. Ils savent très bien que ça peut poser problème, donc pour moi, c'est fait exprès. Écoutez ça, les pays les plus numérisés au monde font marche arrière désormais sur le cash. Ici, vous le savez, on nous explique depuis des années que le cash est condamné à disparaître. Mais en fait, il se passe quelque chose d'assez inattendu. Par exemple, en Australie, l'usage du cash remonte pour la première fois depuis près de 20 ans. On sait aussi, je vous en ai parlé, que la Suisse a choisi de protéger l'argent liquide dans sa constitution. Et aux Pays-Bas, pourtant l'un des pays les plus numérisés au monde, les autorités veulent désormais garantir l'accès au cash. Pourquoi ils font ça? Parce qu'après des cyberattaques, des pannes informatiques et la dépendance croissante au système numérique, certains pays ne considèrent plus le cash comme une vieille relique du passé, mais ils le considèrent désormais comme un système de secours. Oui, un petit peu comme une roue de secours dans une voiture, on espère ne jamais en avoir besoin, évidemment, jusqu'au jour où, patatras, on en a besoin. Alors, si les pays les plus numérisés au monde commencent à protéger l'argent liquide, à quand un vrai débat sur la protection du cash et l'accès du cash et l'usage du cash en France? C'est vrai que quand on regarde, imaginons qu'il y a une panne informatique, tout ça, on fait comment si on n'a plus le cash? Parce que c'est vrai qu'ils ont envie de tout numériser, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Et puis c'est une bonne roue de secours d'avoir un peu d'argent de côté. C'est vrai que c'est vraiment joli quand même, ça fait très fantaisie et tout ça. On est ici en plein centre de Saint-Pétersbourg et derrière moi, la statue que vous voyez, c'est une statue de Jeanne d'Arc. Elle a été offerte par une association française, les Amis de Jeanne d'Arc, et réalisée par le sculpteur Boris Lejeune. Le projet, il a été lancé dans les années 2010 avec l'accord des autorités russes pour installer cette figure française en plein cœur de la ville, dans le quartier historique de l'Amirauté. Jeanne d'Arc, c'est bien sûr une héroïne française du XVe siècle, une jeune paysanne devenue chef de guerre, qui a mené les armées françaises pendant la guerre de 100 ans avant d'être exécutée à seulement 19 ans. Et sur son site, l'association écrit « Nous sommes confiants que cette statue est et restera un lien d'amitié entre la France et la Russie pour le bien des générations futures. » En vrai, moi ça je le savais pas, c'est vrai que ça m'a surpris en voyant ça, mais après d'un côté c'est vrai que pendant un temps ils ont été on a été du même camp en vrai on pourrait dire. Depuis la Deuxième Guerre, on est dans le même camp en vrai. Est-ce que tu sais que bientôt, tu devras peut-être montrer ta carte d'identité pour aller sur Internet et regarder des photos de chats, des vidéos de chats ou poster des photos de vacances? Ça te paraît excessif maintenant et pourtant, au Royaume-Uni, Keir Starmer instaure l'identité digitale au nom de la protection des enfants. L'année dernière, il disait que c'était pour l'immigration illégale, mais il a changé de prétexte. En France, Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et travaille avec l'Union européenne sur des solutions de contrôle d'âge. Alors, sur le papier, l'objectif paraît évident, c'est évidemment protéger officiellement les enfants, protéger les mineurs des méchants réseaux sociaux. Alors, qui pourrait être contre, surtout dans le contexte actuel? Mais la vraie question, c'est pas l'objectif, c'est l'outil. Parce qu'aujourd'hui, c'est officiellement pour protéger les enfants. Mais demain, ce sera peut-être pour lutter contre les arnaques en ligne, ou puis ensuite lutter contre la désinformation, puis pour la cybersécurité. Et à chaque fois, la mesure semblera donc raisonnable. Et puis petit à petit, sans grand débat, comme vous savez, une petite mise à jour qu'on accepte sans lire, tout peut commencer à dériver. Et cette fois, c'est peut-être la façon même d'accéder à Internet qui est en train de changer. Parce que si chacun doit prouver son identité pour accéder à certains services, une question se pose. Internet reste-t-il un espace libre ou devient-il un espace sous contrôle d'accès?
Perso, je crains et je pense que l'identité numérique présentée aujourd'hui comme une exception à la règle ne finisse par s'étendre bien au-delà des réseaux sociaux et que la société panoptique dont certains parlaient il y a des décennies déjà, certains penseurs, ne soit plus seulement une théorie. Finalement, ça ressemble à une privatisation d'Internet et une surveillance généralisée, en tout cas à mon avis. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-le-moi en commentaire. C'est vrai que je trouve que c'est de la surveillance, extrême, généralisée parce qu'en fait, c'est vrai que juste pour aller sur internet, si on doit commencer à mettre notre identité et cetera, ça devient problématique parce que déjà ça les regarde pas et pourquoi on aurait approuvé, pour aller sur internet? On va pas forcément faire des choses de ouf dessus, enfin, pour la plupart des gens. Bon, on va reprendre les bases parce que personne comprend qu'on peut parler d'une idée sans être d'accord avec. On peut s'intéresser à des pensées qui sont différentes des nôtres, on peut les comprendre, on peut connaître leurs arguments et pour autant ne pas forcément y adhérer. La dernière fois, je parlais du présentisme. J'ai pas d'avis là-dessus. C'est un courant de pensée qui dit qu'il n'y a que le présent qui existe comme temps. Et dans les commentaires, je vois des mecs qui arrivent et qui disent « Oui, les physiciens seraient pas d'accord avec toi, tu as tort, nanani nanana. » J'ai tort, j'ai pas dit « je pense que », j'ai pas dit « c'est mon avis », j'ai pas dit « je suis certaine que », j'ai simplement dit « le présentisme est un courant de pensée, là, certains penseurs disent ça ». Le simple fait de parler de ces penseurs-là, ça donne l'impression aux gens que je suis d'accord avec eux. On peut s'intéresser à des philosophies, à des pensées sans forcément être d'accord avec. Ça s'appelle se cultiver. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié ça. Je suis désolée, mais là vraiment c'est grave. On en est à un stade où tu peux pas t'intéresser à la manière de penser de quelqu'un sans être catégorisé comme d'accord avec lui. Là, c'est compliqué en fait. Par exemple en psychologie ou en criminologie, c'est pas parce que tu t'intéresses à la manière dont le cerveau d'un criminel fonctionne ou que tu comprends son raisonnement que tu es d'accord avec lui et que tu es aussi un criminel. J'essaie de remettre les choses dans l'ordre. Parce que là, visiblement, vraiment, on est à l'ouest. C'est pas parce que je parle de quelque chose que je suis d'accord avec. C'est pas parce que je m'intéresse à quelque chose que je suis forcément d'accord avec. Simplement, je suis cultivée et j'essaie d'enrichir mon esprit au mieux. Voilà. Après, c'est vrai que même si on n'adhère pas à l'avis de quelqu'un, mais qu'on le comprend, ça permet d'avoir une plus grande compréhension. C'est vrai que c'est pas parce qu'on n'adhère pas que on peut pas essayer de comprendre. Est-ce que tu sais que tu peux entrer gratuitement aux Nations Unies et au Parlement européen sans invitation, ni carte de presse, ni piston, et surtout de façon tout à fait légale? En fait, on a souvent tendance à l'ignorer, mais absolument tout le monde peut avoir accès à ce genre d'endroit, et je vais te révéler dans cette vidéo en 3 points ce qui est peut-être le secret le mieux gardé des relations internationales. Bon, assez blablaté, premièrement, on casse le mythe direct, tu n'as absolument pas besoin d'être un ministre pour entrer à l'ONU à Genève ou même au Parlement à Strasbourg. En fait, la majorité des débats et des votes sont 100% publics, c'est d'ailleurs même ton droit d'y assister, mais comme personne ne te le dit, comme aucune institution ne te le précise, eh bien les tribunes sont souvent vides. Deuxièmement, l'accès est gratuit et direct, tu réserves ton créneau en ligne où tu te pointes simplement à l'accueil avec ta carte d'identité, on te donne un pass et après ça y est, c'est porte ouverte, tu peux monter dans les balcons de l'hémicycle, là où se jouent les crises internationales. Troisièmement, c'est littéralement un cheat code absolu pour ton réseau. N'oublie pas que tu n'es pas un touriste, tu vas marcher dans les mêmes couloirs, emprunter les mêmes portes, peut-être même aller aux mêmes toilettes que les diplomates, alors c'est le moment de les aborder dans la mesure du possible, toujours en restant respectueux. Bref, si tu veux peser dans les relations internationales, alors arrête de regarder la géopolitique à la télé et passe à l'action, et d'ailleurs pense à t'abonner si tu veux d'autres secrets d'initiés. J'aurais pu aller dans ces lieux-là sans comme ça aussi facilement. En vrai, quand j'ai appris ça, ça m'a surpris en vrai, je m'y attendais pas vraiment. Je suis la seule à trouver ça fou. On a des taxis volants qui seront bientôt réservables via l'application Uber et personne n'en parle. Je suis allée à Dubaï pour vérifier et la réalité dépasse vraiment la fiction. Pour le commander, ce sera très simple. Tu prendras ton application Uber et là, tu pourras sélectionner un taxi volant au lieu d'une voiture qui décolle à la verticale pour ensuite voler à l'horizontale. Les premiers vols sont prévus cette année, en 2026, d'abord à Dubaï, puis à Londres, New York, Los Angeles, le Japon. Moi, ce que j'attendais vraiment au tournant, c'est le bruit. Joby parlait de 45 décibels, donc un peu plus qu'un frigo un peu bruyant. Le discours marketing, c'était le bruit du vent dans les feuilles. Et moi, en voyant l'engin qui ressemble à un drone géant, je me suis méfiée. Mais honnêtement, écoute ça. Bah oui, presque aucun bruit. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, je me suis dit que ça allait coûter une petite blinde, sachant qu'un hélicoptère, en plus de faire un maximum de bruit, coûte des centaines, voire des milliers d'euros par minute. Là, Uber parle du prix d'un Uber Black. Donc c'est pas donné, mais c'est pas non plus ultra élitiste. On est sur un vrai début de démocratisation de ce mode de transport. Évidemment, c'est ultra impressionnant, mais je suis un peu partagée. On pourrait dire que ça ressemble à un pansement de luxe. On va dans les airs parce qu'on n'a pas réussi à trouver une solution viable sur Terre. Et évidemment, la question qu'on se pose tous,
plus pourquoi Dubaï avant Paris. Parce que l'innovation va là où la régulation lui laisse la place. Donc le futur arrive, il arrive très vite, mais pas chez nous. Et je te laisse décider si c'est une bonne chose ou pas. Je m'appelle Ninou, je décrypte la tech et l'intelligence artificielle. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. C'est vrai que ça peut être impressionnant quand même de pouvoir avoir des formes de taxis volants comme ça peut être plus rapide pour se déplacer, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas tort sur le point que faut quand même désengorger les routes. Mais c'est vrai que pour faire des plus ou moins longues distances, ça peut être tentant. Ce que ce couple a filmé est vraiment glauque et inquiétant. Je vous assure qu'avec toutes les rumeurs qui tournent depuis des années concernant les fast-foods, notamment les marques connues, ce que ce mec nous a montré en vidéo fait poser des questions. Alors évidemment, je ne peux pas être très explicite sur TikTok, alors je vais te montrer la vidéo et tu vas très vite comprendre. Je vais commencer déjà avec cet exemple d'il y a quelques années où le média Ouest France, par exemple, avait publié cet article que je te laisse lire, puisque lui aussi, je ne peux pas le lire à voix haute. Doit-on nous inquiéter de ce que nous mangeons? Eh bien, je te laisse regarder la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que le monde part totalement en live. Is this over there? A meat, a Glen Rose meat company at a mortuary. What does that mean? What? What is that? Some Sliced fairly dice, quality meat products. marinated portion. C'est vrai que ça peut être impressionnant quand même de pouvoir avoir des formes de taxis volants comme ça peut être plus rapide pour se déplacer, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas tort sur le point que faut quand même désengorger les routes. Mais c'est vrai que pour faire des plus ou moins longues distances, ça peut être tentant. Mais bon, la vidéo elle est finie. Et je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.